Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette sixième édition, sixième étape de ce cycle sur la ville productive, initié avec évidemment la Caisse des dépôts, la Fabrique de l'industrie et le PUCA, dans l'urbanisme, construction, architecture, avec notamment pour introduire cette matinée à nos côtés Hélène Pesquine. Et aujourd'hui, cette thématique particulière, tant attendue au regard du nombre d'inscrits, puisque vous êtes plus de 330 à vous être inscrits pour, avec nous, durant cette heure et quart, partager, échanger, écouter et aller plus loin dans les expertises des uns et des autres pour comprendre les dynamiques et les mécaniques qui accompagnent cette question. Comment se négocie le foncier économique entre acteurs publics et entreprises? Et pour répondre à cette question, je le disais, Hélène Pesquine en introduction, Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'industrie. Et puis, je le rappelle, c'est dans le cadre d'un projet d'accompagnement, de financement, de recherche-action, à chaque fois thématisé en lien avec les lieux, instituts, laboratoires de recherche, universités, que nous abordons chacune des thématiques. Et ici, avec Nicolas Gilliot, directeur de projet CEREMA, territoire et ville, chercheur au laboratoire Pacte, et Sylvie Duvillard, géographe, maîtresse de conférence à l'université de Grenoble-Alpes. C'est avec eux, Grenoble-Alpes, université avec laquelle nous avions eu l'occasion déjà, il y a plusieurs semaines, d'aborder un certain nombre de thématiques, notamment autour des zones d'activité, que nous introduirons de façon, je dirais, académique, en faisant aussi le point sur leurs travaux, cette heure de travail et de réflexion. La demande foncière des activités productives, quelle prise en compte par les territoires. Vous verrez qu'au-delà de la charge foncière, c'est ce que nous avons vu dans la préparation de ce débat, une multitude d'autres critères. C'est passionnant entre évidemment enjeux. Et puis ensuite, la pratique, le concret, la réalité des phénomènes à l'œuvre, avec des territoires très dynamiques sur cette question-là. Peut-être aussi, vous aurez, grâce à l'intervention de Mourad Ader, directeur du développement économique sur Valence, Romans, agglomération, une idée de quelques ingrédients qui font peut-être un début de guide de bonne pratique dans l'anticipation et la programmation, mais y compris à entendre et à écouter, partager avec elle Clémence Liéval, un profil particulier qui vient collectivité, urbanisme et qui aujourd'hui est chef de projet nouvelle usine chez Carbo France, producteur de charbon végétal en Grand Est, qui nous expliquera comment actuellement se déroule finalement l'installation d'un nouveau site, comment cela se réalise-t-il, quelles sont les problématiques auxquelles ils sont confrontés, comment les entreprises s'arment des compétences nécessaires. Les compétences nécessaires, c'est évidemment elles, mais comment aujourd'hui elles le voient, elles, de l'intérieur, et comment ce rapport avec l'État, les services et les collectivités se gère au quotidien. Sans plus attendre, je vous souhaite encore à toutes et à tous bienvenue. Je rappelle que vous avez le petit onglet ici, questions, sur lequel vous pouvez poser vos questions. Nos intervenants peuvent d'ailleurs régulièrement, lorsqu'ils n'ont pas la parole, sinon c'est un petit peu compliqué, eh bien, y répondre. Nous essayons de répondre à toutes les questions à chaque fois, évidemment. Je salue Bertrand Vallée, notamment, qui au sein du PUCA et de ceux avec lesquels nous préparons, cheville ouvrière, pivot de la préparation de ces webinaires. Nous faisons en sorte avec lui notamment que aucune question reste sans réponse, et sinon elles sont évidemment transmises par la suite. Sans plus attendre, Hélène, bonjour, secrétaire permanente du PUCA, quelques mots pour introduire, et puis Vincent Charlet, véritablement pour poser le sujet, et on ira dans le vif du sujet de façon plus académique, évidemment avec Nicolas Gilliot et Sylvie Duvillard, puis de façon un peu plus pratique avec Mourad Ader et Clémence Liéval. Bienvenue à toutes et à tous. Sans plus attendre, Hélène Pesquine, la parole est à vous. Bonjour à toutes et tous. Je vais tout de suite la céder la parole puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui le délégué général de la Fabrique de l'industrie à nos côtés pour démarrer ces débats. Encore une fois, très heureuse de ces partenariats avec Newstank, la Fabrique de l'industrie, l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche, pour faire connaître, faire savoir, faire circuler
les connaissances sur ces questions de foncier économique aujourd'hui et plus largement de production industrielle dans les espaces urbains. Je passe donc tout de suite la parole à Vincent et je suis très heureuse de vous savoir nombreux à nos côtés et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour Vincent, merci Hélène. Merci beaucoup de votre invitation et de votre présence. Je vois qu'il y a déjà des questions sur le fil, donc ça démarre fort. Cette question de la négociation foncière et de la réindustrialisation est effectivement une vive préoccupation. Bon, depuis le Covid, la préoccupation pour les relocalisations, la réindustrialisation on le sait tous, pris un peu de verdeur et d'ampleur. Mais en fait, cette question est quasiment le décalque d'une qu'on se posait déjà de façon assez régulière dans le monde d'avant, c'était celle de l'attractivité du territoire. La question de la capacité pour la France et pour ces territoires à attirer des investissements étrangers et ensuite garder les entreprises, qu'elles proviennent ou pas d'investissements étrangers, était déjà une question très très active. Et à cet égard, le rôle du foncier, du prix du foncier, de la négociation sur le foncier avait déjà fait l'objet de pas mal d'études et d'approches et de controverses. Bon, souvent, quand on se pose la question de l'importance d'un facteur pour l'attractivité d'un territoire, ou aujourd'hui pour l'importance de ce facteur comme levier possible de réindustrialisation ou de relocalisation, la réponse est toujours oui, mais un petit peu. Donc, ceci n'échappe pas à la règle. Dans les grands facteurs qui rentrent en ligne de compte lorsqu'une entreprise se demande si elle s'implante ici, si elle étend son installation existante, si Microsoft se demande s'il va placer son centre de recherche en France, etc. Il y a toujours un équilibre déjà entre les facteurs d'offre et les facteurs de demande, c'est-à-dire que pour qu'un territoire soit attractif, il faut que sa population soit ample, riche et qu'elle consomme. Et puis après, il y a tous les facteurs d'offre, connexion aux infrastructures numériques, connexion aux infrastructures de transport et logistique, niveau de qualification de la main-d'œuvre et effectivement le prix du foncier. Donc le prix du foncier est un des paramètres, mais un seul. Et donc vous comprenez entre les lignes que ça joue certes, mais qu'on peut rarement dire que c'est un facteur absolument décisif dans la capacité d'un territoire à attirer les installations industrielles ou à les conserver. Néanmoins, il faut effectivement le surveiller comme tel. Il y avait même, j'ai dit que c'était une question assez ancienne, il y avait même eu une polémique en fait sur ce sujet. En gros, nous à la fabrique, on était venus nous voir en nous disant vous devriez sensibiliser les pouvoirs publics sur le fait que le prix élevé du foncier en France et de l'immobilier est un facteur défavorable à la compétitivité des entreprises parce que ça plombe leurs coûts, ça plombe leurs coûts fixes. Et donc, on n'était pas les seuls à être interpellés sur le sujet, mais donc, à cette aune, le foncier était plutôt vu comme un facteur de non-compétitivité. Bon, et plusieurs études, dont une relayée de l'INSEE, ont mis fin à ce débat en montrant que, paradoxalement, le fait de disposer d'un foncier à forte valeur marchande ou à plus forte valeur marchande que dans d'autres pays, par exemple, peut être mobilisé comme collatéral par les entreprises et du coup leur donne accès à des conditions de financement et notamment de prêts bancaires plus favorables que si leur bien était moins valorisé. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pu anticiper, une hausse des prix du foncier et ou d'immobilier industriel est plutôt un facteur qui contribue à la compétitivité des entreprises, en tout cas qui contribue à la compétitivité des entreprises qui sont déjà installées. Vous me direz, ça ne contribue pas forcément à l'attractivité des territoires, donc c'est assez paradoxal comme paysage, mais retenons que les choses sont assez mesurées et que
il n'y a pas toujours un effet prix absolument décisif et encore moins dans le sens qu'on pourrait imaginer. Bon, si on se rapproche de nous dans le temps, ce questionnement scientifique, il a été fortement mis à jour, renouvelé du fait de l'intervention. C'est d'ailleurs le sens d'une des questions que j'ai vues dans le film, du fait de l'intervention du dispositif zéro artificialisation nette. La question a été posée en des termes renouvelés, en disant bon, mais puisque on joue maintenant dans un jeu à somme nulle, il pourrait y avoir un surcroît de spéculation, ou en tout cas un renchérissement de la valeur du foncier qui pourrait rendre encore plus difficile qu'aujourd'hui les projets d'implantation industrielle et de réindustrialisation. C'est évidemment en théorie tout à fait admissible comme hypothèse. Le problème est que dans la seconde qui suit, on entend l'autre point de vue, enfin ou un autre point de vue, qui est de dire il y a certes des industriels qui se plaignent d'avoir un accès encore plus difficile qu'avant au foncier pour leurs projets d'industrialisation, et on en entend parfois, mais il y a aussi tous ceux qui, disposant d'une réserve foncière, parce que, soyons honnêtes, ils prévoient plus souvent de fermer des sites que d'en ouvrir, spéculent sur cette valeur du foncier et s'en servent finalement comme d'une réserve ou d'un patrimoine qu'ils attendent le bon moment pour valoriser. Résultat, on ne sait pas trop qui plaindre dans cette affaire. Je n'ai pas de réponse ou de jugement définitif à apporter à cette controverse, qui est d'ailleurs assez récente, et j'attends plutôt des travaux de recherche comme ceux qui seront évoqués ce matin, d'y voir plus clair. Et on va y venir. Mais ce qui est certain, c'est que dans nos travaux, nos recherches à la Fabrique sur ce sujet, ce sont toujours les facteurs hors coût qui ont été mis en avant comme absolument déterminants. Je m'explique. La question nous avait été posée cette fois dans le cadre des préoccupations réglementaires que j'appellerais très sommairement la sphère de la précaution et du principe de précaution, enfin, et toutes les réglementations environnementales. Une des préoccupations des industriels ou de leur porte-parole, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas un niveau de réglementation en Europe ou en France qui est une barrière à la compétitivité et à la libre entreprise. Et évidemment, les réglementations environnementales sont souvent dans l'esprit des gens qui posent la question. Et la réponse là-dessus est parfaitement claire. Ce n'est jamais le niveau de sévérité des normes qui pose problème, mais plutôt l'imperfection de leur application. Donc je vais donner un exemple. Une entreprise qui cherche à ouvrir 2 sites industriels équivalents de part et d'autre du Rhin, en Alsace et dans la Ruhr, je crois, en a témoigné. Le niveau des normes à respecter est plus exigeant en Allemagne, mais 6 mois suffisent pour l'entreprise pour montrer qu'elle satisfait les critères demandés et obtenir son permis de construire. En France, relativement à cette situation, le problème n'est donc pas dans le niveau de sévérité des normes, mais dans la difficulté, pour ne pas dire l'inefficacité, avec laquelle l'entreprise doit attester auprès des différentes autorités publiques concernées qu'elle a bien satisfait tous les critères et qu'elle a bien rempli tous les dossiers. Et c'est donc dans l'application de la norme, l'efficacité de l'application de la norme, que résiderait le principal handicap français en matière d'attractivité des territoires aujourd'hui. Ce qui nous amène à la question, ou plutôt au dispositif qu'on évoquera peut-être des sites industriels clés en main. C'est une initiative récente qui a pour objectif justement d'apurer un peu la liste des obligations à remplir par les entreprises pour leur permettre de gagner du temps. En pratique, les démarches obligatoires alors je parlais d'archéologie préventive, et puis certaines études d'impact sont prises en charge par les pouvoirs publics sur un territoire donné, sur une portion du cadastre donné, histoire d'anticiper des projets d'implantation d'entreprise. Bon, on
on manque de recul aujourd'hui pour avoir un retour évaluatif sérieux sur l'efficacité de ces mesures. On en est au premier temps. La remarque que je ferai, mais pour la suite du débat, c'est que dans un monde parfait, ce ne serait pas quelques bonnes pratiques isolées en quelques points du territoire, mais juste la norme. Donc, souhaitons que ce soit un exemple qui puisse ensuite faire école. Voilà, je m'en tiendrai là pour ces propos liminaires et je ne manquerai pas à mon tour de m'inscrire dans la liste de questions. Et bien sûr, on reviendra tout au long de cette heure avec vous, Vincent. Merci pour cette introduction. Merci aussi pour un début d'axes sur lesquels on aura besoin de revenir, notamment sur le dispositif usine clé en main, qui est un dispositif sur lequel je pense qu'on aura beaucoup de questions et beaucoup de collectivités, je crois, regardent cela avec attention. Et puis un début aussi d'intérêt que vous évoquez sur la comparaison internationale. Je ne vais pas citer l'exemple ô combien connu maintenant dans nos secteurs de l'usine Tesla qui finalement ne s'est pas installée en France, qui est en Allemagne. Et ça n'est pas une légende urbaine, ça a été vérifié il y a moins de 10 jours. Le site de Tesla en Allemagne n'a toujours pas son permis de construire. Donc, et l'usine est quasi livrée. Donc, une illustration de ce que vous disiez. Merci beaucoup, Vincent, pour avoir posé le sujet. Je me tourne désormais vers Nicolas et Sylvie, Nicolas Gilliot, Sylvie Duvillard, que j'ai présenté tout à l'heure. On a vu déjà dans cette introduction Sylvie et Nicolas la relativité, en tout cas, qui était apportée à ce que l'on appelle la charge foncière, donc y compris derrière ce que l'on admet comme terme et typologie prêtée, c'est-à-dire la charge foncière admissible. Vous menez actuellement, avec quelques difficultés d'ailleurs, vous nous l'avez dit dans la préparation de ce webinaire, un certain nombre d'entretiens, un certain nombre d'analyses de données sur les implantations de sites industriels, les besoins en mètres carrés. Vous êtes aujourd'hui, Nicolas, Sylvie, spécialiste parmi les plus reconnus du foncier économique en France. On veut vraiment avec vous et pour ceux qui nous suivent, voir où on en est là maintenant, à l'instant où on parle, les grandes dynamiques, c'est la grande chance qu'on a de vous avoir, et je vous le dis avec gourmandise, on compte bien en profiter. Vous avez un support que je vais partager. Vous avez juste à m'indiquer à chaque fois comment le rythme auquel je le passe, ou je m'adapte à vous en fonction des thèmes à chaque fois abordés. Nicolas, Sylvie. Merci Razi. Bonjour à tous et merci aux partenaires et au PUCA en particulier de nous donner l'occasion de présenter l'état d'avancement de nos travaux, puisque je commencerai par cela. C'est une recherche en cours, et donc ce dont on va vous parler maintenant, ce sont des résultats très provisoires sur lesquels on est encore assez prudent et effectivement, je dis provisoire parce qu'effectivement il y a aussi des difficultés pour rencontrer notamment ceux qui nous intéressent au premier chef, c'est les entreprises et les acteurs économiques qui interviennent dans cette chaîne de production du foncier. Je commencerai donc par vous dire que en dehors de Sylvie et moi participe à cette recherche, donc Paulette Duhart, également chercheuse à l'UGA Pacte à Grenoble, et Thierry Petit de l'Institut Paris Région, qui est économiste et qui peut-être nous écoute à l'heure actuelle. Cette recherche, elle se fait sur trois territoires en particulier, où on a pu donc embarquer avec nous et avoir toute leur bonne volonté. 3 collectivités, 2 établissements publics territoriaux en Île-de-France, donc le PT Est Ensemble, qui est sur, comme son nom l'indique, l'Est parisien, et puis le PT Boucle Nord de Seine, qui est plutôt de l'autre côté, côté ouest, notamment sur Gennevilliers et Argenteuil.
Et puis, bien sûr, Valence Roman Aglo, que nous écouterons un peu plus tard lors de la table ronde. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter nos premiers enseignements sous forme de questions, en 6 points, 6 questions, pour essayer de balayer un petit peu les questions que l'on se pose, que l'on s'est posées et la façon dont on entrevoit les résultats. Alors, une question qui nous a beaucoup, je dirais, agité au début de nos travaux, c'est comment définir et circonscrire les activités productives. Est-ce un Graal inatteignable ou au contraire une question sur laquelle on pourrait faire un sort aujourd'hui en partant d'une définition assez claire des activités productives? Nous, il nous semble qu'on ne peut pas avoir de définition claire aujourd'hui de ce que recouvrent les activités productives pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que en fait, pour les collectivités, les activités productives demeurent, je dirais, un ensemble d'entreprises et d'activités économiques relativement qui reste insaisissable. Alors insaisissable parce que finalement d'un territoire à l'autre et en fonction des caractéristiques techniques des entreprises, on retrouve des définitions différentes selon les territoires. Exemple, alors si la logistique et le commerce font plutôt consensus en termes d'exclusion, dès qu'on s'intéresse à la construction, au BTP, on peut déjà constater qu'il y a un débat. Il y a un débat parce que dans un cas, c'est une activité productive. Dans l'autre, l'activité de production ne se fait pas sur site, sur le site de l'entreprise, mais à l'extérieur. Et donc, ça pose une question en termes de définition. L'industrie, oui, sans doute, c'est là où il y a le plus grand consensus. Mais toutefois, il faut quand même savoir que la question des codes NAF, si on procède par définition et par sélection des codes NAF, bien sur le site de l'établissement, on peut avoir des entreprises qui ont en théorie une activité industrielle, mais sur le site en question, qui ont une activité finalement de service et non de production. Et puis sur la question de l'artisanat, c'est assez, je dirais, hétérogène aussi, parce que dans l'artisanat, on a du commerce, on a de la petite industrie, effectivement, on a des services de proximité, et donc là aussi, on a une catégorie difficile à saisir qu'évoquent les collectivités. La taille aussi, on pourrait se dire que c'est un sujet qui pourrait faire consensus. Et là encore, c'est compliqué, parce qu'autant les grands groupes, les grands comptes, on arrive à les définir en raison de leur impact sur l'emploi. Mais pour ce qui est des TPE, des PME, c'est beaucoup plus compliqué. On a un tissu économique qui est très diversifié. Et donc, là aussi, pour les collectivités, ça reste, et pour nous aussi, ça reste une difficulté. Donc, pas de définition claire, certainement, mais plutôt procéder par rapport à ce qui se passe sur les territoires et en fonction de ce que chaque territoire considère comme une activité productive. L'autre question sur laquelle on s'est penché, c'est finalement où observer ces activités productives. Et là, on a une distinction qui est assez opérante, en tout cas dans plusieurs cas, c'est celle entre les zones d'activité économique, excusez le sigle ZAE, et celles qui sont localisées en diffus, c'est-à-dire hors des zones d'activité économique. Là aussi, on s'aperçoit qu'en raisonnant uniquement sur les zones d'activité économique, on n'a qu'une couverture partielle des activités productives. Mais pour ce qui est du diffus, il est beaucoup plus difficile de saisir et de qualifier ce qui s'y passe et ce que les collectivités sont en mesure d'y faire. Donc là aussi, la dichotomie ZAE diffus, elle est opérante, mais il y a une zone d'ombre quand même se manifeste sur la question du diffus, donc hors ZAE. Un point particulier, alors nous qu'on a constaté sur les 3 territoires,
et qui est, je dirais, quand même à noter. On a bien un territoire de ville moyenne, hein, qui est celui de Valence, Romans Agglomération. Mais je dirais que sur ce territoire en particulier, ça c'est une question peut-être plus spécifique pour les villes moyennes et les territoires périurbains, on a la question de la revitalisation économique du centre-ville est à aborder de manière un peu distincte. Donc oui, une distinction opérante entre ZAE et diffus, mais sur des territoires moins métropolisés comme sur Valence-Roman, la question de la revitalisation du centre-ville, elle joue, elle compte et elle se manifeste par une concurrence entre les commercialisateurs et la collectivité pour observer et proposer du foncier pour les activités économiques. Alors que sur l'Île-de-France, on a le sentiment que ça se résume aux zones d'activité économique qui sont toutes sous compétences communautaires aujourd'hui et aux opérations en ZAC telles que nous l'ont présenté nos interlocuteurs en collectivité ou parmi les opérateurs qu'on a eu l'occasion d'interroger. Alors, où observer le foncier en fait, pour dire que cette couverture partielle des activités productives dans les ZAE, on l'a constaté. Vous voyez sur cette carte qui est finalement le territoire de Boucle Nord de Seine. Les petits points en violet, ça représente des établissements, des entreprises parmi les 10 secteurs les plus créateurs d'emplois. Et puis en violet un peu plus clair, vous avez les périmètres des zones d'activité économique sur le territoire de Boucle Nord de Seine. Donc, vous voyez comme moi que les entreprises, ces points-là, ils vont bien au-delà des périmètres de zones d'activité économique. Alors, vous allez me dire, on n'est pas sur l'industrie, c'est peut-être, ça a tendance je dirais, à minimiser ce qui se passe dans les ZAE. Si on passe à la diapo suivante, vous allez voir sur un autre territoire qui est le Val-de-Marne, quasiment le même périmètre, mais cette fois-ci limité aux entreprises industrielles, à l'emploi industriel. Et là on observe aussi que la localisation de l'emploi industriel, il est, loin s'en faut, souvent en dehors des zones d'activité qui apparaissent en rose, on va dire, sur la carte. Donc, voilà, pour illustrer cette question de la couverture partielle, c'est assez manifeste, quel que soit le type d'activité que l'on considère. Autre question ensuite qu'on s'est posée, sur lesquelles on commence à avoir des éléments plus précis, puisqu'on a demandé à ce que à voir quelle était la demande exprimée par les entreprises en termes d'implantation en Île-de-France notamment. Et cette demande d'implantation, donc c'est la demande exprimée par les entreprises et pas la demande commercialisée, hein. Il y a un filtre qui s'opère ensuite. La demande exprimée par les entreprises en termes d'implantation, que ce soit des grandes, des plus petites, peu importe, et sur les secteurs plutôt industrie et BTP, on a pris les deux principaux critères qui comptent pour les entreprises, et c'est de loin les deux premiers, hein, dans l'étude qu'a réalisée pour nous le cabinet Ancoris, c'est l'accessibilité pour l'entreprise, avec un accès facilité aux infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, aéroportuaires ou de transport en commun pour les salariés. Et puis l'autre, c'est la disponibilité d'une solution d'accueil qui soit adaptée, donc en termes de superficie d'occupation foncière, d'agencement et puis des équipements à disposition. D'ailleurs, Nicolas, j'en profite pour vous dire qu'en effet, Thierry Petit est avec nous et il avait cette remarque qui rejoint tout de suite votre constat. Il nous dit, parce que je prenais cet exemple et il le corrige en partie à juste titre, il dit pour Tesla, il y avait aussi une question importante d'accessibilité au transport en commun pour ses salariés et Berlin offrait un site connecté au S-Bahn, contrairement au site francilien assez isolé sur ce point. Donc, juste pour illustrer votre propos, je m'excuse de vous avoir interrompu. Pas de souci. Et donc, on voit bien, alors,
c'est pas le prix du foncier, mais c'est la question du foncier associé à son organisation, son insertion dans le tissu urbain qui apparaît comme un facteur, un des facteurs clés pour les entreprises qui veulent s'implanter, hein, qui veulent soit déménager, soit s'étendre, soit s'implanter ex nihilo sur un territoire de l'Île-de-France. Donc, viennent après, mais loin après, hein, d'après l'enquête réalisée, les questions de disponibilité de la main-d'œuvre et des aides financières aux entreprises. Sur la question suivante, alors après, on est rentré finalement sur les acteurs de la chaîne. Là, la question 3, c'était plutôt une question sur voilà, quelle est la demande finalement des entreprises telle que elles l'expriment, on va dire spontanément ou presque, auprès des territoires. Et ensuite, on a regardé comment elle est qualifiée, analysée par la chaîne d'acteurs qui est mobilisée ensuite. Ensuite, après les entreprises, dans la chaîne d'acteurs, on a un peu simplifié, hein, bien sûr, c'est les commercialisateurs, les agents immobiliers ou ceux qu'on appelle les brokers sur l'immobilier d'entreprise. Eux, ce qu'ils nous disent, hein, c'est que oui, on constate quand même des effets d'éviction pour des entreprises qui sont sensibles à la hausse ou au niveau des prix du foncier. Donc, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Ça, c'est un premier élément important. Donc, des entreprises quittent le territoire parce qu'elles ne peuvent pas se développer et exercer leur activité avec des loyers ou des coûts d'occupation qui peuvent être très élevés. Pour d'autres entreprises, la charge foncière n'est pas un problème. Hein. Donc là, je rejoins aussi ce qui a été dit auparavant, notamment par Vincent Charlet. La charge foncière n'est pas un problème, en tout cas pas un problème financier, c'est-à-dire que quand on est sur des entreprises industrielles qui se développent, acquérir du foncier pour se développer n'est pas un problème financier pour elles. Elles sont prêtes à y mettre les moyens et à investir. Et elles sont suivies par les banques. Et puis deux éléments plus récents qui nous sont rapportés et qui corroborent un peu ce qu'on avait déjà observé dans les conséquences de la crise sanitaire, des suites de la crise sanitaire. C'est une forte demande pour les locaux d'activité et la logistique depuis 2018. Alors c'était avant la crise, mais ça s'est accentué après la crise. Et là, c'est un élément nouveau, en accélération, qui amène les investisseurs privés à arbitrer en faveur des locaux d'activité et de la logistique. Et donc ces investisseurs privés, je dirais qu'ils ont un double positionnement. Ils s'intéressent à ces locaux d'activité et à la logistique. Mais pour moi, là où il y a un doute encore aujourd'hui qui subsiste, c'est est-ce qu'ils sont prêts à acheter pour y faire des locaux d'activité, notamment pour l'industrie et pour la logistique, ou est-ce que ce n'est pas une acquisition stratégique en vue d'y faire muter ces bâtiments, ces fonciers, pour y faire ensuite du logement et du bureau. Et en cela, et si on le dira dans peu de temps, on constate qu'il y a quand même, notamment sur le logement, des questions en termes de concurrence qui sont à regarder de près dans la façon dont les entreprises, dont les collectivités et leurs opérateurs agissent aujourd'hui. Voilà, je ne détaille pas parce que c'est Sylvie qui prend la suite pour les questions suivantes. Alors, je ne sais pas si je vais autant détailler que toi. J'ai vu les questions, donc je ne sais pas si on pourra répondre à tout le monde. Donc, parce que la question 5, c'est comment la demande des entreprises est-elle entendue par les collectivités et leurs opérateurs. Il y a une question de notre collègue Annette Groux. Quand on parle de demande des entreprises, c'est bien du foncier et de l'immobilier dont il est question dans notre recherche, pour être clair. Donc, la demande des entreprises vue par les collectivités et les opérateurs. Alors, on n'a pas mis la méthodologie au départ, mais sachez qu'on
on fait effectivement un ensemble d'entretiens avec les collectivités d'une part et les entreprises d'autre part. Donc cette slide correspond essentiellement à ce qu'on a pu entendre modestement de la part des collectivités et de leurs opérateurs quand il s'agit d'exprimer de leur point de vue la demande des entreprises. Alors on n'est pas sûr que les deux sphères, celle de l'entreprise et celle des collectivités et de leurs opérateurs, se comprennent et s'entendent. C'est un point à travailler ultérieurement. En tous les cas, les collectivités et les opérateurs reconnaissent qu'ils ne sont pas en capacité de satisfaire toutes les demandes exprimées. Toutes les demandes exprimées. Alors, les questions qui se posent, est-ce que c'est par choix ou une situation de fait? Alors, par choix, c'est qu'effectivement, on entend que les collectivités choisissent l'éviction. Alors, le mot est un peu brutal et un peu fort, mais on se permet de l'employer, ça reste à discuter, car finalement, les opérations immobilières de logement sont beaucoup plus fructueuses, taxes, électorat, acceptabilité sociale, et l'acceptabilité sociale est certainement un élément extrêmement à prendre en compte de ce point de vue, du point de vue des collectivités. Une situation de fait, c'est que, pour contrebalancer ce que je viens de dire, c'est que les collectivités font face à une pression foncière urbaine très importante, le marché immobilier, et donc ils ont quand même dans ce cadre-là et dans ce contexte la nécessité et le devoir, en quelque sorte, de produire une offre de logement sur leur périmètre d'intervention. Deuxième point, alors on s'est permis de mettre des guillemets, comme vous pouvez le voir, les collectivités, et on peut le mettre sous forme de question parce que notre panel d'entretien reste encore faible, mais on remercie en tout cas celles qui ont bien voulu nous recevoir, avec qui on travaille. Les collectivités effectuent, alors nous on a employé le terme de tri, entre les activités propres, start-up, high-tech, services, et les autres polluantes encombrantes. Alors, pourquoi on emploie ce terme de tri? Parce que on a bien compris que quand on parlait d'entreprise, alors et d'activités productives, on nous ramenait très souvent, fréquemment, à des mots-clés, start-up, innovation, coworking, etc., ce qui n'est pas vraiment le cœur de notre travail et qui déplace certainement la problématique et la relation entre entreprises productives et les collectivités. Enfin, troisième point, une connaissance inégale du tissu économique, effectivement, pour répondre enfin, je ne sais pas si on répond à des questions, mais on voit bien que les collectivités et leurs opérateurs maîtrisent parfaitement et connaissent parfaitement ce qui se passe dans les ZAE. Le diffus, pour peut-être partiellement répondre à une question, il semble bien que le diffus appartienne à du privé. Donc la question, en tout cas c'est ce qu'on a pu entendre sur Valence Roman Agglomération, Mourad Ader rectifiera mes propos. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de maîtrise publique, donc il n'y a pas d'action possible, on s'en remet à des commercialisateurs et reste à voir comment ils travaillent ensemble. Et ensuite, connaissance inégale, l'artisanat est quand même très fortement sous le radar des collectivités et des opérateurs. Ils le regrettent, ils le reconnaissent. Ils essayent de travailler, en tout cas, Valence Roman Agglomération essaye de travailler sur cette question. Question 6. Question 6. Quelles sont, alors, au final, hein, c'est en forme de conclusion, quelles sont les principales tensions que nous avons identifiées? Et ces tensions que nous avons identifiées, on va considérer que cette diapo, elle redonne la parole en quelque sorte aux entreprises, ou tout au moins à ce qui se passe entre les entreprises et les collectivités. Les entreprises s'interrogent quand même fortement sur l'intérêt de la mixité pour les entreprises productives. C'est une contrainte, la mixité, plutôt qu'un levier pour plusieurs entreprises. On n'a pas entendu d'entreprise qui nous ait formulé un avis positif sur la question de la mixité. Deuxième point, un ensemble de tensions qui est fortement lié à, finalement, pour les collectivités, et c'est lié à l'hétérogénéité des besoins des entreprises. On a des entreprises qui recherchent quand même la densité urbaine pour préserver la proximité de la clientèle, plutôt que les petites entreprises. Deuxième point qui différencie les entreprises entre elles, c'est minimiser l'impact des coûts d'occupation. C'est vrai que certaines entreprises mettent en place une stratégie où la charge foncière a son importance. Alors, et troisième point, éviter donc les contraintes de la mixité urbaine, comme on l'a dit précédemment. Alors, pour la charge foncière, et pour terminer là-dessus, il semble, alors c'est vrai que
je pense à ce qu'a dit M. Charlet. C'est vrai qu'il y a peut-être de la spéculation foncière de la part des entreprises lorsqu'elles ont du foncier, dans des zones très tendues, mais il y a, semble-t-il, aussi des stratégies de relocalisation, c'est-à-dire que et d'extension. C'est-à-dire que, je prends un exemple qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps, comment arbitre une entreprise entre partir plus loin et accéder à du foncier moins cher? Eh bien, elle pourrait le faire si et seulement si elle peut valoriser le foncier qu'elle quitte. Or, ce foncier économique peut se trouver dans un zonage PLU, I, ou pas, vertueux, qui vise à maintenir les activités productives, donc qui ne permet pas de valoriser le foncier pour, par exemple, construire du logement. Voilà, je termine sur cet exemple. Nous vous remercions et nous remercions Thierry Petit et Paulette Duarte qui ne s'expriment pas mais qui ont contribué largement à ce travail. Merci. Merci à vous, Nicolas et Sylvie. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de questions. On reviendra sur un certain nombre de problématiques et d'enjeux que vous avez abordés avec cette dimension exploratoire que l'on revoit sur d'autres étapes du cycle ville productive et ce cycle de webinaire où on voit que sur les définitions, les périmètres, le travail de recherche est non seulement essentiel mais crucial pour l'avenir, ce ne serait-ce que pour avoir les mêmes mots, les mêmes définitions pour savoir de quoi on parle en fonction justement des interlocuteurs. Deux interlocuteurs qui sont des maillons essentiels de la dynamique, de la constitution, de la livraison, entre guillemets, du foncier, de la mécanique qui accompagne la dynamique de négociation du foncier, les collectivités et les entreprises. Et avec nous, pour en parler, Mourad Ader, directeur du développement économique justement sur Valence Roman Agglo, partenaire dans le cadre de votre étude, avec là une anticipation, on l'a vu dans la préparation de ce webinaire, une capacité à programmer et à anticiper. Et puis, évidemment, je la présentais précédemment, Clémence Liéval pour Carbo France. Alors, je commencerai par Clémence Liéval, parce que au regard de ce que vous entendez, je trouve qu'il est pas mal de revenir maintenant du côté entreprise, comment vous vous positionnez par rapport à ça, et puis surtout, puisque cela a été abordé, et la question revient, hein, il y en a 2 ou 3 comme ça, vous êtes plus de 170 avec nous actuellement en ligne sur comment on fait dans un contexte de ZAN, etc. D'autant que vous allez le présenter vous-même, vous êtes même dans un contexte de déménagement. Donc, ce qui est une illustration parfaite et directe de ce que vient d'évoquer Sylvie. Et puis ensuite, on ira vers Mourad Ader, parce que ça sera une forme, non pas de synthèse à cette étape, mais de confrontation entre ce qu'est aujourd'hui le contenu académique de ce webinaire, ce qu'est la réalité de l'entreprise et comment les collectivités se positionnent au mieux pour optimiser tant du point de vue de l'environnement que de l'efficience économique la négociation de leur foncier. Clémence, peut-être un tout petit mot, je vous donne la parole tout de suite en introduction sur votre parcours qui peut-être est amené à se retrouver de plus en plus souvent. Oui, merci et bonjour à tous. Et je tenais d'abord effectivement à vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de témoigner dans le cadre de ce webinaire. Donc, j'ai rejoint effectivement les équipes de l'entreprise Carbo France au printemps dernier en tant que chef de projet pour le déménagement de l'unité productif de l'entreprise qui se situe dans le département de la Meuse, en zone rurale depuis le début des années 90. Et donc, pour vous apporter quelques éléments de contexte, Carbo France est producteur de charbon végétal, c'est-à-dire du charbon de bois. Nous sommes une PME d'une quarantaine de salariés et nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2020. Et donc, le charbon de bois que nous produisons est commercialisé dans les enseignes de grande distribution. J'ai effectivement un parcours un petit peu particulier. Je suis urbaniste de formation.
J'ai eu quelques expériences professionnelles en bureau d'études, mais surtout en collectivité territoriale, en communauté de communes. Et dans le cadre de cette expérience, j'ai eu l'occasion de traiter le projet du déménagement de Carbo-France sous l'angle administratif pendant 3 ans, avant d'être embauchée donc par l'industriel pour quelque part assurer l'interface de dialogue entre les collectivités locales, l'État et l'industriel dans le cadre de son projet de déménagement, qui a pris du retard à hauteur de plusieurs années en raison de difficultés de dialogue et d'incompatibilité, je dirais, de calendrier entre les collectivités territoriales qui ne sont pas dotées en documents d'urbanisme. Le PLUI est en cours d'élaboration et qui ont également des difficultés, je dirais, de comptabilité foncière dans le cadre du ZAN, puisque le développement ces 10 dernières années sur leur territoire permet difficilement d'accepter l'ouverture à l'urbanisation de l'emprise foncière qui est nécessaire à Carbo-France. Voilà, donc j'interviens dans ce cadre en tant qu'interface entre les ambitions de recherche et développement de l'entreprise et puis les réalités, je dirais, liées au code de l'urbanisme et donc à la pratique de l'ouverture à l'urbanisation à vocation économique en diffus. Merci, merci à vous. Comment ça se passe aujourd'hui très concrètement sur votre projet en 2 mots, quels sont les plus finalement de votre arrivée dans la compréhension des impératifs et des contraintes liées à ce déménagement, et peut-être quels sont les 2-3, ce qu'on a pu voir aussi dans la préparation de ce webinaire, les 2-3 grands obstacles que vous rencontrez dans votre négociation de foncier pour faire atterrir, comme on le dit très souvent dans nos discussions. Mon rôle prioritaire au sein de l'entreprise, c'est évidemment de superviser l'ensemble des études préalables d'aménagement, mais aussi de conception qui sont nécessaires pour la réalisation du nouveau site de production. Et l'idée est de réaliser cette supervision avec une maîtrise des délais et une anticipation des procédures à réaliser et des éléments à fournir aux collectivités. Comme le disait tout à l'heure monsieur Charlet, effectivement, les industriels ont parfois du mal à intégrer l'ensemble des comptes qu'ils ont à rendre sur leur projet. Et donc voilà, j'interviens dans ce cadre-là et je représente également l'entreprise et son projet auprès des différentes instances de gouvernance, voilà, pour, je dirais, réaliser le projet dans le cadre d'un urbanisme négocié. Effectivement, dans ce cadre-là, le prix du foncier n'est pas le facteur décisif, ça a été dit préalablement. C'est une légère variable d'ajustement, mais l'application du ZAN en milieu rural ne génère pas de renchérissement des prix, mais par contre contraint les quelques opportunités de développement économique que ces territoires en déclin peuvent avoir. Et donc, voilà, nous, aujourd'hui, on se place dans une logique de déménagement avec une dérogation préfectorale pour l'ouverture à l'urbanisation des emprises qui nous sont nécessaires, puisque au regard du foncier consommé ces 10 dernières années sur nos collectivités d'implantation, on ne peut pas intervenir dans une modification des documents d'urbanisme dans un cadre, je dirais, plus commun et plus général. Donc, on est vraiment sur une conception du projet qui est négociée, et mon rôle d'urbaniste au sein de l'entreprise est très utile dans ce volet-là, puisque voilà, j'intègre des notions qui sont parfois assez éloignées des réalités industrielles, comme l'intégration paysagère, l'optimisation du foncier, les logiques de flux, etc. Voilà, j'ai vraiment intégré ces éléments-là dans le projet de l'industriel. Merci Clémence, on reviendra à vous parce que là encore beaucoup de questions. Mourad, Ader,
vous êtes le directeur du développement éco sur Valence Romand Agglo. Il y a beaucoup de nos amis, des collectivités territoriales, services ou élus qui sont avec nous. J'en profite, hein, je salue nos amis de Caunes, de la métropole de Lyon, Grenoble, Liévin. C'est toujours un exercice périlleux, mais régulièrement, on cite justement ceux qui sont avec nous, au risque d'en oublier, la grande famille des établissements publics fonciers, les universités, doctorants, les directeurs de développement économique, l'Île-de-France, très représentée aussi, la Savoie. Mourad, sur cet enjeu, comment aujourd'hui sur votre territoire, vous prenez finalement en compte l'ensemble de ces critères, les injonctions aussi contradictoires, hein, on le disait, développement économique, ZAN, aménagement équilibré, anticipation, et sur un territoire dynamique comme sur le vôtre, vous qui êtes en première ligne à la fois face aux entreprises, mais je devrais dire quelquefois, y compris entre l'État et les entreprises, comment vous abordez cela au quotidien et quel est votre témoignage concret sur la façon dont se négocie justement ce foncier? Razi, je ne vois plus Mourad. Oui, derrière. oui. Il a eu un petit problème, il a été déconnecté. Tout à fait, il vient de disparaître aussi là. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. On va essayer de se reconnecter avec lui. Un SMS vient de lui être envoyé. Je pense qu'il va nous revenir assez vite. Razi, oui. Peut-être pour reprendre, l'adresser directement à Clémence, l'interpellation que tu faisais sur le rôle d'intermédiaire entre services de l'État et entreprises de l'autre, peut-être comment ce jeu à trois est perçu du côté d'une représentante d'une industrie. Tout à fait. On avait vu ça en plus dans la préparation de ce webinaire, donc je crois que vous n'êtes pas trop prise au dépourvu, Clémence. Non, du tout. Effectivement, oui, on peut parler de jeu à trois, puisque la spécificité que nous ressentons en territoire rural, c'est une très grande proximité avec nos collectivités locales d'implantation. Donc les communautés de communes sont très proches de nous et montrent vraiment beaucoup d'implication dans le fait de faire aboutir notre projet de déménagement. Pour autant, malgré toutes ces bonnes volontés et la co-construction du projet que l'on peut avoir ensemble, on est confronté à une réalité réglementaire qui est assez logiquement défendue par les services de l'État. Et ce qui est complexe dans notre cas, c'est de faire accepter ou d'échanger avec les services de l'État pour qu'on puisse identifier les éléments qui font que notre projet est spécifique et ne rentre pas dans des coûts réglementaires généralistes qui s'appliquent assez uniformément sur le territoire. Dans notre cas, les communautés de communes de rattachement et le projet de Carbo-France ont été retenus dans le cadre des territoires d'industrie. Sur le volet innovation et sur le volet simplification. Et donc, aux côtés des collectivités locales, on a demandé effectivement à ce qu'une contextualisation soit faite sur le volet réglementaire autour de notre projet. Et malheureusement, après plusieurs mois d'échanges, ce volet-là n'a pas abouti et nous restons aujourd'hui confrontés aux injonctions du ZAN qui sont somme toute très positive pour optimiser le projet au niveau de la consommation foncière, pour le reconsidérer sous l'angle de l'urbanisme durable. Mais pour autant, voilà, on manque aujourd'hui de variables d'ajustement pour permettre la réalisation de ce projet dans son emprise globale qui aujourd'hui est d'une trentaine d'hectares. Oui, donc c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que, y compris sur un projet dit entre guillemets comme exemplaire où on est labellisé dans le cadre de programmes d'État avec une validation à tous les niveaux, on peut se retrouver face à des difficultés. Et il y a un aspect d'ailleurs qu'on n'a pas abordé ici, mais je l'ai vu intervenir sur la question aussi du risque juridique. Hein. Vous avez vu la décision ce matin concernant
notamment sur Pont du Gard, Amazon, malgré l'avis positif, notamment des services préfectoraux, collectivités, etc., l'annulation par le tribunal administratif. On y reviendra. Justement, l'anticipation, je crois, Mourad Ader, que c'était un des maîtres mots lors de la préparation de ce webinaire, hein, par rapport à la situation que décrit Clémence, et sans anticiper sur votre intervention. Je reviens, vous avez été déconnecté, c'est les aléas du direct, comme on dit, du côté de la rue Cognac-G. Je me préparais à vous introduire tout simplement à travers cette phrase. Vous êtes en première ligne aujourd'hui, Mourad Ader, en tant que patron du développement économique sur Valence Roman Agglo. Comment ces contraintes qui pèsent sur les entreprises, comment la nécessité de jongler avec les injonctions justement contradictoires, ZAN, développement économique, zone d'activité économique, fonction, problème de définition, le temps long, l'évolution des marchés, on l'a vu avec l'explosion aussi de la rentabilité de la logistique ces 3-4 dernières années qui épouse l'explosion du e-commerce. Bref, comment ça se passe pour vous au quotidien lorsque vous êtes un petit peu entre le marteau de l'entreprise qui veut s'installer et la réglementation avec laquelle il faut se conformer, qui peut jouer le rôle d'enclume ici? Et bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Je vais juste peut-être rapidement vous indiquer ce qui est Valence Roman Agglo. Donc on est la 5e agglomération de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 220 000 habitants. Par rapport au sujet qui nous intéresse, nous gérons une 50aine de zones d'activité, 1600 hectares. Et aujourd'hui, on a une centaine d'hectares de disponibles. On a par le passé déjà mis en place un schéma directeur des zones d'activité. Et dans le cadre du début de ce mandat, les élus nous ont demandé d'aller plus loin en mettant en place une vraie stratégie de l'offre foncière à vocation économique, en anticipant un certain nombre d'éléments tels que la restitution du foncier à l'agriculture, les aménagements futurs dans le cadre très contraint que nous connaissons tous, et également de travailler sur ce qui risque fortement de s'imposer à nous, c'est-à-dire les sujets de requalification, de régénération foncière. Et effectivement, pour accompagner les entreprises et garder cette tradition industrielle sur notre territoire, puisque grosso modo 20% des effectifs salariés sur le territoire sont dédiés à l'industrie, ce qui est au-dessus de la norme et de la moyenne nationale. On a besoin d'anticiper, de prévoir du foncier à vocation économique. Ça ne se fait pas sans difficulté, puisqu'aujourd'hui, on constate un changement de paradigme. Et effectivement, toute la difficulté, c'est d'arriver à libérer du foncier économique, mais en intégrant des dimensions de biodiversité, des dimensions environnementales, la question de l'attractivité des zones d'activité pour accompagner les entreprises dans leur marque employeur. Bref, l'agglomération se positionne comme facilitateur et accompagne les entreprises telles que celles qui nous accompagnent aujourd'hui dans les démarches administratives. Donc l'idée, c'est pas juste de vendre du foncier, mais c'est de proposer un véritable écosystème et également d'avoir une posture facilitante vis-à-vis notamment des services de l'État. Cela ne se fait pas sans difficulté néanmoins, puisque vous parliez d'effet d'éviction. Je ne sais pas si on doit parler d'éviction ou de barrière à l'entrée, mais forcément, on est dans une situation où le foncier n'est plus un droit et où il faut agir. Enfin, le foncier devient un véritable levier du développement économique, encore plus qu'avant, j'ai envie de dire, et on doit, l'agglomération doit avoir une position d'investisseur, c'est-à-dire qu'elle doit se poser la question de, quand elle cède du foncier à une entreprise, quel est le retour sur investissement territorial pour l'agglomération. Donc voilà quelques idées rapidement que je me permets de délivrer. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin dans... Oui, Mourad, notamment parce que, grosso modo, comment vous y êtes pris? Parce que c'est vrai qu'on chambre de commerce, collectivités, chargés de mission sur ces sujets-là de collectivités, ils sont nombreux à participer à ce webinaire. En termes de méthodologie et de documents maîtres, on va dire, comment vous y êtes pris?
Et deuxième question aussi, concrètement, comment ça se passe? Une entreprise qui, sur ses hectares disponibles, souhaite s'installer, elle fait comment? Elle prend son téléphone, elle vous appelle, bonjour Mourad Haider, on veut venir s'installer. Comment vous analysez son offre et comment vous négociez finalement? Alors, je vais commencer par votre deuxième question et puis j'enchaînerai par la première. Tout à l'heure, dans le chat ou dans le questionnaire, j'ai entendu parler de parcours résidentiel. C'est une notion clé dans nos métiers. Les développeurs qui sont présents le savent très, très bien. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises du territoire. 95% de notre activité, c'est de l'endogène. Effectivement, on a des demandes exogènes avec beaucoup de logistique qu'on refuse aujourd'hui. On parlait d'effet d'éviction, voilà un exemple concret. Et puis, il y a la question des gigafactories, donc des entreprises de taille très, très importante. On parle de 20, 30, voire 50 hectares, où là-dessus, effectivement, on est en train d'essayer de créer les conditions pour accueillir ces entreprises. Donc oui, de manière très concrète, on leur demande effectivement un dossier extrêmement complet, que ce soit un business plan, des projections sur l'activité. L'idée, c'est effectivement de bien appréhender quelle est la situation de l'entreprise, sa dynamique dans le temps et voir en quoi elle peut renforcer les filières clés et comment elle peut se plugger, pardonnez-moi l'expression, à notre écosystème pour justement créer ce cercle vertueux. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour revenir à la première question, l'idée, c'est pas de faire une stratégie par l'agglo pour l'agglomération, mais c'est d'embarquer un maximum de parties prenantes. Et dans la construction, il y a les communes, puisque nous n'avons pas de PLU, nous sommes encore dans une situation où chaque commune maîtrise son PLU, son droit du sol. Et là, il faut convaincre, accompagner, même si la loi NOTRe, théoriquement, doit simplifier le paysage administratif. Mais quand même, l'idée, c'est d'accompagner les PLU dans la stratégie, de travailler avec la Chambre d'agriculture, le SCOT. Et donc, l'idée, c'est plutôt que de subir, c'est de construire une stratégie, de discuter, de la challenger avec eux pour avoir un document qui soit connu de tous et qui permette ensuite d'aller plus vite si jamais on avait des situations un petit peu plus compliquées où on aurait un front urbain qui rendrait incompatible le développement d'une activité ou le développement d'une entreprise sur son foncier. Voilà, c'est un petit peu comme ça que l'on travaille. Ça permet de gagner du temps. Ça rend pas les choses optimales, mais on n'est pas à l'abri de surprises. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'anticiper au maximum pour pouvoir être le plus réactif possible dès lors qu'on a un projet d'envergure qui se présentera à nous. Merci à vous, Mourad. Je voudrais revenir vers vous, Vincent. Après ces présentations, après on a véritablement bien posé, je crois, le sujet ici. Qu'est-ce que cela vous inspire pour vous, et notamment à la fabrique de l'industrie, avec ces évolutions récentes? On parlait d'effet d'éviction, entre guillemets, évidemment, et Mourad avait à juste titre pris la précaution de mettre des guillemets, mais quelquefois, l'industrie, c'est à la fois de l'activité, c'est de l'activité lourde, c'est de la gigafactory, mais c'est aussi de la petite sous-traitance et de la logistique. On voit qu'on évolue aussi dans la négociation, et Mourad nous aide à introduire cela. Souvent, on dit négociation, on pense à prix, et là, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que la négociation, c'est aussi la nature, la fonction, l'intégration à l'écosystème, la plus qualitative. Et on voit bien que là, le travail de cartographie, ou en tout cas de zonage et de ciblage, est bien plus particulier. Les choses deviennent de plus en plus complexes. Comment vous voyez ça du côté de la fabrique de l'industrie, Vincent? Je sais pas. Vincent, oui, j'avais oublié de réactiver mon micro. Deux réactions. D'une part, je trouve qu'on a là la confirmation forte qu'on est principalement en lutte avec des facteurs hors prix. Et c'est assez fascinant de voir que bien souvent, lorsqu'un débat public ou une controverse émerge, on commence d'abord par poser la question en termes de prix, de coût, d'effet sur la compétitivité de prix. Et c'est au fur et à mesure où on débat et où on expose de façon transparente l'ensemble des attendus et des contraintes des différents acteurs concernés, on se rend compte que le prix, en l'occurrence du foncier, n'est presque pas un facteur, ou en tout cas pour la majorité des entreprises, ça a été précisé, et que c'est bien dans
la compréhension réciproque des stratégies des acteurs et la clarté de la mise en œuvre ensuite des règles communes que se fait ou pas l'attractivité ou l'efficacité des territoires. J'ai une deuxième observation qui est cette fois inspirée d'observations personnelles et qui n'engage que moi. Pour l'instant, on a parlé là ce matin d'une interaction entre, on va dire, un ensemble d'administrations, les aménageurs et les entreprises. On a peu évoqué l'acteur politique qui est lui-même le relais et le porte-voix des populations. Et pour suivre un petit peu les actualités locales, enfin dans ma commune et la communauté d'Aglo, à proximité du plateau de Saclay, où les questions d'aménagement se posent de façon assez aiguë. Je vais le dire vite, mais je suis fasciné de voir à quel point, fasciné et un peu terrifié, pour tout dire, de voir à quel point les populations sont peu partageuses. En fait, les habitants, c'est pas juste qu'ils veulent pas d'une usine à côté de chez eux, ils veulent même pas de logements sociaux, ni même d'un immeuble un peu plus grand que ce qu'il y est déjà, et même peut-être d'une maison qui viendrait couper en deux les espaces verts dont ils profitent actuellement. Donc les gens sont quand même de base moins partageurs, enfin très peu, ce qui fait que les élus locaux me paraissent extrêmement tendus sur ces questions. On a coutume de me dire qu'un maire peut perdre son mandat ou son siège pour un immeuble un peu trop gris, un immeuble un peu trop haut, un immeuble pas bien placé. Et ce qui est certain, c'est que ces élus-là me disent, même si aujourd'hui la loi m'y oblige, je ferai tout pour bénéficier de l'exception qui me reste encore et ne pas confier l'urbanisme aux agglos et aux EPCI et le garder à ma main parce que l'urbanisme, c'est 30% de mon mandat. Enfin 30% du deal qu'il y a entre les électeurs et moi. Résultat, j'assiste à des discussions incroyables entre élus et au niveau des élus pour voir comment on va pouvoir modifier quelques virgules du PLU histoire de pouvoir mettre en œuvre le projet politique du mandat à venir, les virgules ayant été savamment placées dans le mandat précédent en fonction d'un projet qui n'était pas exactement le même. Et donc là, c'est incroyable de voir comment le politique se met lui-même des boulets aux pieds pour être certain d'avoir un urbanisme qui soit sous son contrôle. Le tout, je le répète, pas par pure comment je dirais, perversion, mais simplement parce que la pression mise par les électeurs est extrêmement forte sur ces aspects-là. Ça ne me rend pas très optimiste sur l'aisance avec laquelle on va pouvoir réindustrialiser nos territoires, sachant qu'il s'agit là cette fois de pouvoir accueillir efficacement des gigafactories Tesla, des sites Carbo France et des startups et des coworking. Mais je voulais faire cette observation parce que c'est pour moi un des paramètres extrêmement importants de l'équation qu'on est en train d'évoquer là, et je n'ai pas de solution à cette équation. Merci à vous, Vincent, de rappeler cette situation où la somme des intérêts particuliers, comme on a coutume de le dire, ne fait pas un intérêt général, surtout lorsque l'intérêt particulier de chacun est de ne pas avoir de site d'activité à proximité. On rejoint une des réflexions qui était portée notamment par Nicolas, c'est-à-dire qu'à la suite de la crise de la Covid, cet appel à relocalisation, dans un contexte justement que vous évoquez, de monter en exigence, entre guillemets, citoyenne et pourquoi pas, de ZAN aussi. Sylvie, Nicolas, je vous redonne la parole, si vous en êtes d'accord, pour un dernier tour de parole qui participe de votre conclusion. Ça, c'est une situation quand même complètement nouvelle, cet appel à la relocalisation. Vous savez qu'en 2017, pour la première fois dans notre pays, depuis 30 ans, on
on a eu une création nette d'emplois industriels, donc on a des signaux qui sont au vert, en tout cas au vert pâle. Comment vous analysez ça, vous, du point de vue microéconomique, dans les entretiens que vous abordez? Est-ce que le foncier ne deviendrait pas la pierre d'achoppement, en tout cas la pierre sur laquelle peut trébucher la réindustrialisation de la France, comme l'évoque avec une once de pessimisme Vincent à l'instant? Sylvie puis Nicolas, pour faire le sens inverse de la prise de parole d'introduction. Merci. Moi, dans votre question, il y a quelque chose qui me gêne. On parle de réindustrialisation et d'installation, c'est-à-dire de retour d'entreprise. Nous, on travaille sur la demande des entreprises. Alors, c'est vrai qu'on a eu recours à Ancoris pour comprendre cette demande exprimée. Pour celles qui veulent s'installer, ça nous donne un cadre. Mais en ce qui concerne nos entretiens, c'est bien la demande de ceux qui sont sur place. C'est-à-dire que je crois qu'en France, enfin, en tout cas, on mélange un petit peu tout entre ceux qui sont sur place, qui sont dynamiques, qui veulent s'étendre et qui achoppent sur une question foncière, et ceux qu'on imagine qui demandent de venir en France ou de revenir s'installer en France, qui ont besoin de foncier. Donc, en tout cas, pour cette deuxième catégorie, je crois qu'il y a des études faites par Ancoris, on est en train de les exploiter, c'est assez intéressant. Dire que le foncier est la pierre d'achoppement, moi je répondrais pour ceux qui sont déjà installés très rapidement. Pour eux, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est dynamique, elle va racheter tout ce qu'il y a autour. Elle va s'accorder, suivant sa taille, avec les collectivités, c'est-à-dire que les collectivités sont en relation avec les grands comptes, sont en relation avec les entreprises pour les petits territoires, et il y a des espaces de négociation qu'on ne verra pas, qu'on ne pourra pas exhumer, mais qui en tout cas existent. Et donc, ces entreprises, elles sont très dynamiques. Nous, on a un exemple à Valence, elle a racheté absolument tout ce qu'il y avait autour d'elle. Et comme le chef de l'entreprise nous l'a bien signifié, le prix, ils étaient prêts à payer n'importe quel prix parce que, et je termine là-dessus, la temporalité des entreprises, c'est l'urgence. Donc, ils mettront de l'argent sur le foncier et sur l'immobilier. Alors que la temporalité des collectivités, effectivement, ça peut être le mandat, ça peut être l'application réglementaire. Donc, tant qu'on ne prend pas en compte cette distinction entre les entreprises qui doivent revenir ou qui veulent revenir, ou ce fantasme comme quoi il y aura besoin de beaucoup de foncier pour installer les entreprises, et les entreprises qui sont installées, qui finalement passent derrière ce discours, et puis la nécessité pour une entreprise, c'est de s'agrandir, elle trouvera à s'agrandir. Il y a pas, enfin, nous, pour les plus dynamiques, on a l'impression qu'on peut ne pas être inquiet. Merci pour cette tonalité plus optimiste, en tout cas pour les entreprises qui, elles, sont sur site. Nicolas, en complément? Oui, moi, ce que j'ajouterais par rapport à ce que vient de dire Sylvie, c'est que il faut d'une part s'intéresser en priorité aux entreprises qui sont sur place, parce que c'est elles qui font vivre et qui constituent 80, voire même beaucoup plus, 98% du tissu économique qui doit se développer et qui permet de développer l'emploi, les richesses également pour ces territoires. Et nous, effectivement, dans nos entretiens, on a pour l'instant exclusivement interrogé des entreprises qui sont déjà sur place. Ces entreprises, c'est des entreprises plutôt florissantes, hein, faut pas s'y tromper. Et je pense qu'on se berce d'illusions en pensant que on va assister à une réindustrialisation en France dans les prochaines années. Certes, il y aura quelques relocalisations, quelques développements, mais je pense pas qu'on en soit là. Et par rapport à ce qu'a pu dire Vincent Charlet, ce que je voudrais ajouter, c'est que certes, sur Saclay, sur le territoire de l'agglomération de Saclay en Île-de-France, on peut être pessimiste, notamment par rapport au phénomène qu'on a pu décrire tout à l'heure, ou parce qu'il peut se produire ce que Clémence Liéval a exposé pour la Meuse, mais qui peut exister aussi en Île-de-France. Mais je pense qu'il y a aussi des territoires qui ont une tradition et une culture industrielle plus forte et qui arrivent quand même à rebondir et à se réindustrialiser. Et dans ce domaine-là, l'exemple que je citerai concerne Saint-Chamond. Saint-Chamond, c'est entre Saint-Étienne et Lyon, et c'est une commune très industrielle, très ancienne, et qui a su réindustrialiser quasiment en centre-ville,
sur le site d'une ancienne usine. Et donc, en tenant compte aussi de l'histoire, de la culture des territoires, on peut surmonter, peut-être pas totalement, mais en partie, le problème de l'acceptabilité sociale et environnementale des habitants et la pression qui pèse sur les élus. Merci Nicolas, on arrive tout doucement sur la conclusion de ce webinaire avec un mot de la fin que je vais proposer à Clémence et Mourad, et puis la conclusion évidemment avec Hélène et les perspectives qui nous attendent dans les prochaines étapes de ce cycle. En tout cas, une première leçon assez intéressante et pertinente dans laquelle on se retrouve, la prise en compte dans la négociation de ce foncier de l'écosystème local. C'est-à-dire que dans un endroit, ça sera d'autant plus facile qu'on est en phase, tant du point de vue de la topographie des terrains que de la typologie de l'écosystème de développement économique pour réussir justement sa négociation foncière. Un mot Clémence, un mot Mourad et Hélène. Merci encore pour la conclusion et l'annonce de nos prochains rendez-vous. Clémence. Oui, alors pour terminer, peut-être effectivement rappeler qu'il est dommage, je trouve aujourd'hui, que les perspectives de durabilité, de performance énergétique, environnementale, de relance d'un marché ne soient pas suffisamment prises en compte au regard d'une comptabilité foncière assez binaire et très détachée des contextes économiques et sociaux locaux. Voilà. Merci Clémence. Mourad. Oui, je pense que ce qu'on vient d'évoquer montre la nécessité pour les pouvoirs publics d'être créatifs et d'imaginer de nouvelles offres foncières qui vont justement intégrer mieux ces dimensions de biodiversité, d'environnement, de compacité et peut-être d'imaginer la possibilité de régénérer la ville sur la ville, la zone sur la zone, et en dehors d'activités très spécifiques, peut-être d'imaginer de l'artisanat en centre-ville. Voilà, ce sont des pistes. Nous, la verticalité, ce sont des choses qui nous questionnent et sur lesquelles on aimerait travailler encore plus. Merci Mourad, merci à toutes et à tous. Merci aux plus de 200 participants uniques. Vous êtes encore près de 150 avec nous en ligne. On remercie l'ensemble des équipes qui permettent la tenue de ces webinaires très suivis. Je rappelle aussi l'interview de Nicolas Gilliot sur Newstank Cities à retrouver dans l'annonce et le teasing de cet événement de ce matin. Je n'en dis pas plus parce que d'autres sont à venir. Hélène Pesquine, la parole est à vous. Merci Razi, merci à toutes et tous pour vos interventions très riches et complètes. On aurait pu, je pense, y passer encore pas mal de temps, tant les enjeux sont nombreux et les questions, effectivement, d'injonction contradictoire, ou en tout cas ressenties comme telles, sont également nombreuses quand on fait atterrir cette question de la cohabitation des activités industrielles, économiques et des autres fonctions urbaines. Moi, je retiens peut-être 3 leçons. La première, c'est que vous faites un appel assez fort à la créativité. On a vu dans le témoignage de Clémence Léval que ce qui est important, c'est peut-être aussi de concevoir différemment ces projets d'implantation économique et que c'est sans doute une des conditions de la négociation à envisager avec les acteurs publics et d'ailleurs les riverains, quels qu'ils soient. On l'a vu, ces questions d'acceptabilité par les pouvoirs publics sont souvent liées à une difficulté d'acceptation par les riverains ou les habitants ou les autres usagers, disons, du territoire, y compris les agriculteurs, par exemple, dans des espaces moins denses. Donc voilà, un appel à la conception peut-être alternative de ces espaces d'activité qui entraîne un deuxième point, je trouve, qui a été aussi bien évoqué, c'est la nécessité de marier et de faire dialoguer un peu plus les compétences en aménagement de l'espace, urbanisme et en développement économique avec les intérêts parfois un peu divergents des uns et des autres, y compris au sein des collectivités. Et je trouve que l'exemple de Romand est intéressant sur cet aspect-là. Vous arrivez à parler de concert des questions d'aménagement qualitatif de l'espace, de documents d'urbanisme et de développement économique au sens des emplois à créer, des filières et des
finalement des natures d'entreprises à accueillir ou à développer, à aider à se développer dans votre territoire. Et on a constaté depuis le début de ces travaux sur la ville productive à quel point c'était un peu une question clé au sein des collectivités que d'arriver, sans forcément les fondre ou les fusionner, à marier, à faire dialoguer davantage ces compétences. On le constate aussi du coup au sein même des porteurs de projets avec l'exemple de Carbo France. Et puis un dernier point peut-être qui est celui évoqué, j'ai aussi entendu dans le témoignage de Clémence Eval, d'un urbanisme négocié dans le cadre de cette lutte contre l'artificialisation qui en fait s'impose à tous et pas seulement au projet de développement économique. Négocier avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs forcément compétents dans l'aménagement du territoire au sens large. C'est-à-dire on ne peut pas demander à un acteur petit porteur de projet à l'échelle de son patrimoine foncier ou de son projet immobilier d'être le grand Manitou du PLU, du SCOT et de l'approche territoriale du site dans lequel il s'implante. Et pourtant, il faut quand même qu'il arrive à comprendre qu'il joue un rôle assez crucial dans ce dispositif public. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de formation ou s'il s'agit de tout simplement de plateformes de dialogue entre les différentes parties, mais on voit bien que de plus en plus avec cet exercice du zéro artificialisation, on le verra aussi dans nos travaux sur la transformation des zones d'activité elles-mêmes, on va rentrer dans des dispositifs de remembrement assez fins, de travail qualitatif sur les espaces, ça a été dit dans les questions de mise en commun, de mutualisation d'espaces, par exemple de chargement d'infrastructures au sein des zones d'activité. Et ça va demander à un certain nombre de propriétaires fonciers qui ne sont pas des spécialistes de l'urbanisme ou de l'aménagement de rentrer dans cette discussion. Et en l'occurrence, alors je ne sais pas encore une fois si ça demande des compétences nouvelles, mais en tout cas, ça demande d'être plus attentif à cette accroche au sol, finalement, dont chacun est un peu un décideur individuel, enfin, en tout cas sur les usages, quand on travaille sur des projets de cette ampleur. Je suis en tout cas ravie, encore une fois, de ces échanges. Ils pourront être prolongés par les différentes interviews qui sont proposées dans la revue en ligne de Newstank Cities. On aura l'occasion aussi de partager le PowerPoint qui a été présenté aujourd'hui et de vous donner les contacts pour ceux qui le souhaitent des intervenants. Sachez que ce programme sur la vie productive est en cours. Hein. On a ces rendez-vous mensuels, mais les travaux continuent de s'enrichir au fil de l'eau. Et donc, on aura certainement d'autres occasions de revenir sur ces questions assez cruciales de négociation du foncier économique et autres, d'ailleurs, et de cette concurrence foncière. Il me reste à vous annoncer que le prochain webinaire Vie productive se tiendra le mercredi 8 décembre, donc dans un petit mois, et qu'il portera sur la logistique urbaine autour des travaux confiés à une équipe de recherche de l'Université d'Avignon sur les relais colis, qui est un peu, là encore, une forme d'atterrissage de la logistique et du e-commerce dans les espaces urbains. Donc là, on revient vers les centres-villes et on s'interroge sur le modèle économique de ces relais colis et la manière dont ils s'associent du très local au global à une transformation finalement des espaces liés à l'activité commerciale dans les villes. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans un mois, le mercredi 8 décembre, et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Et merci à Razi pour l'animation. Merci. Et vous retrouverez évidemment ce webinaire en visio sur le site du PUCA in extenso du début à la fin et son traitement évidemment journalistique avec toutes nos équipes et Cassandre Tarvik en particulier pour Newstank Cities. Merci à toutes et à tous, merci à tous nos intervenants, merci Hélène. Eh bien, bonne fin de semaine et profitez bien de votre jour férié pour ceux qui peuvent en profiter. Bon mercredi à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci, bonne journée. Au revoir.